Bonjour et bienvenue sur Radio Cessort, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Nous sommes le jeudi 24 avril 2025, épisode 267, toujours en direct de l'Indre. J'espère que vous allez bien. Je suis Marc-Frédéric Gomez et au programme de cet épisode, le Murky Tour, cyberespionnage iranien via fausse offre d'emploi. Le groupe UNC 2428 cible Israël avec un malware disséminé dans un faux site d'embauche de Rafael, une entreprise d'armement. Android.spy.1292.origine, espionnage mobile de militaires russes. Grafana, une vulnérabilité XSS et contournement de sécurité. Google Chrome, multiples vulnérabilités non spécifiées. Spring Security, contournement de la politique de sécurité. Toutes les versions antérieures à la 6.4.5 sont vulnérables. Et enfin, une exécution de code à distance via un pass transversal sur Commvault de la CVE 2025 34028. Bien entendu, nous parlerons de LLM et cybersécurité, l'IA contre l'IA sur les réseaux sociaux. C'est une étude d'Harvard, c'est une tuerie, une vraie dinguerie. Je pense que je ferai un épisode rien que dédié pour cette étude. Attack version 17, la nouvelle version du framework Attack est sortie, focus sur les techniques ESXi et les extensions IDE. Et bien entendu, vous retrouverez toutes les sources utilisées en description de cet épisode sur le site de radiocessort.org. N'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter de Radio Cessort pour ne rien manquer. Une vulnérabilité critique, identifiée sous la CVE 2025 34028, affecte Commvault Command Center Innovation Release version 11.38. Cette faille, notée CVSS 10 quand même, donc on est au top du top au niveau criticité, permet une exécution de code arbitraire à distance via un contournement de chemin. Un acteur non authentifié peut téléverser des fichiers zip lors de leur décompression par le serveur cible. Une exécution de code à distance est possible. Cette faille est exploitable, donc à distance, ce qui est tendu quand même. Le score d'impact, il est de 6, le score d'exploitabilité de 3,9, il est élevé, et aucune version spécifique de produit affecté n'a encore été officiellement recensée. La vulnérabilité a été publiée le 22 avril 2025 et une mise à jour a eu lieu hier, le 23 avril 2025. Alors la divulgation de cette vulnérabilité est attribuée à disclosurevulncheck.com. Des chercheurs de Harvard, James Mickens, Sarah Radway et Ravi Netravali, ont présenté Guillotine. C'est une architecture de type hyperviseur conçue pour isoler les modèles d'intelligence artificielle susceptibles de représenter un risque existentiel. Guillotine combine techniques de virtualisation classiques et de nouveaux mécanismes d'isolation adaptés aux menaces spécifiques posées par des IA malveillantes ou défectueuses. Cet hyperviseur Guillotine repose sur 3 niveaux. Le premier niveau, c'est le logiciel, micro-architectural et physique. Il empêche toute introspection de la part de l'IA sur le système d'hébergement en séparant physiquement les cœurs CPU, exécutant le modèle de ceux exécutant le code de la supervision. Les canaux d'entrée-sortie sont strictement contrôlés, des dispositifs physiques tels que la coupure électromécanique des connexions réseau ou la destruction physique du data center assurent une défense en profondeur. Guillotine prévoit 6 niveaux d'isolation allant d'une exécution standard à la destruction complète du système. Un système de vote par 7 administrateurs est requis pour modifier les niveaux d'isolation, garantissant une réponse rapide au comportement suspect d'une IA. Enfin, les auteurs, chercheurs à Harvard quand même, proposent que les régulations imposent l'utilisation de Guillotine pour tout modèle présentant un risque systémique en s'appuyant sur des outils techniques et physiques. Je vous mets le lien dans la description. C'est un excellent papier de recherche qui va être appliqué sur les IA qui vont être autonomes. On parle par exemple des avions de combat. C'est à ça que ça va servir. Ça va servir aussi sur tout ce qui va être système d'armement, prise de décision avec potentiellement le risque de vie humaine. C'est une dinguerie. J'ai lu le truc, j'y ai commencé, là il est 9h du matin, mais j'ai commencé la revue de presse à 2h ce matin. J'ai passé 3 heures sur le papier. C'est juste, je pourrais en faire un épisode complet. On montre le risque qu'on a avec les IA de voir Skynet se faire en réel. Et là, ils ont dit, on va travailler sur le sujet, à niveau de 7 administrateurs, pour bloquer toutes ces prises de décision qui pourraient être particulièrement dangereuses. À lire, c'est brillant. The Hacker News nous informe que le groupe iranien UNC 2428 a mené en octobre 2024 une campagne de social engineering ciblant Israël. Les attaquants ont diffusé le malware Murky Tour via une fausse offre d'emploi prétendant recruter pour le compte de Rafael, c'est un contractant de défense israélien. Les victimes intéressées étaient redirigées vers un site imitant Rafael où elles téléchargeaient un outil comme rafaelconnect.exe. Cet exécutable, appelé Lonefleet, affichait une interface graphique pour collecter les informations personnelles et le CV.
Une fois ces données envoyées, la porte dérobée, Murky-Tour, s'exécutait en tâche de fond via le lanceur Leafile, assurant un accès persistant aux attaquants. Cette campagne a été attribuée à UNC 2428, un acteur aligné sur les intérêts iraniens, opérant dans le cyberespionnage. Les techniques d'ingénierie sociale employées incluent l'usage d'interfaces graphiques pour masquer l'exécution du malware sous une apparence légitime, et l'opération a présenté des similarités avec des activités attribuées à Black Shadow, groupe lié au ministère iranien du renseignement. Ces menaces ont visé divers secteurs en Israël, dont la finance, la santé, la technologie et le gouvernement. Mandiant note également l'activité d'autres groupes iraniens en 2024, comme Cybertoufan, qui a utilisé le wiper Pokeblight et UNC 3313 lié à Muddy Water, ayant diffusé les malwares Jelly Bean et Candybox, via des campagnes de spear phishing. UNC 3313 exploite jusqu'à 9 outils RMM légitimes pour maintenir un accès persistant. Il faut savoir qu'en juillet 2024, un autre groupe iranien a distribué la backdoor Capsupal déguisée en installateur de logiciels Global Protect de Palo Alto Networks. Ce malware en .NET se connectait à un serveur C2 après vérification d'unicité de processus. Ces groupes iraniens, comme UNC 1549, exploitent aussi l'infrastructure cloud pour dissimuler leurs activités. L'hébergement de C2 sur des services cloud réduit la détection. On a aussi APT42, alias Charming Kitten, qui a poursuivi des campagnes de collecte d'identifiants via des pages de connexion factices imitant Google, Microsoft et Yahoo, et via des sites type Google Sites ou Dropbox. Pour conclure sur cet article, Mandiant a identifié plus de 20 familles de malware utilisées par ces acteurs en 2024, dont Dodgy Lafa et Sparkpriz pour APT34 visant des entités gouvernementales irakiennes. Bref, on constate que les différents acteurs APT qui sont identifiés, on est toujours sur la même famille. On a du russe, on a du chinois, on a du nord-coréen, on a de l'iranien. Intéressant comme article. Des chercheurs ont identifié une campagne ciblant le personnel militaire russe via un spyware Android, dissimulé sous l'apparence de l'application Alpine Quest. Ce trojan, nommé Android.spy.1292 pour origine, est intégré à des versions modifiées d'Alpine Quest, et il est distribué par des catalogues russes d'applications Android, ainsi que via un faux canal Telegram. Ce malware se présente comme une version gratuite d'Alpine Quest Pro. Une fois installé, il imite parfaitement l'application originale, restant ainsi indétectable tout en collectant les données sensibles, notamment le numéro de téléphone, les contacts, la géolocalisation, les fichiers stockés et la version de l'application. La position GPS est envoyée à chaque changement à un bot Telegram. Le spyware peut télécharger et exécuter des modules supplémentaires pour exfiltrer des fichiers, en particulier ceux transmis via Telegram et WhatsApp. Dr Web précise que la fonctionnalité du malware peut être étendue pour exécuter d'autres tâches malveillantes. Parallèlement, Kaspersky rapporte une campagne visant de grandes organisations russes avec une backdoor déguisée en mise à jour du logiciel de réseau sécurité VIPNet. Cette backdoor était contenue dans des archives LZH typiques d'une mise à jour du VPNet. L'archive incluait un exécutable malveillant msinfo32.exe servant de chargeur dans une payload chiffrée. Cette backdoor se connecte à un serveur C2 via TCP, permettant le vol de fichiers et le chargement de composants additionnels. La source de l'information est toujours The Hacker News. Je vous recommande de lire l'article, c'est assez intéressant. Le CERT-FR nous signale plusieurs vulnérabilités dans Grafana, référencées sous l'avis du CERT-FR AVI 344. Ces failles permettent un contournement de la politique de sécurité et une injection de code indirect à distance de type XSS. Les correctifs sont disponibles dans le bulletin de sécurité publié par Grafana le 22 avril. On ne réfléchit pas, on patch son Grafana. De plus, le CERT-FR nous signale une vulnérabilité dans Spring Security référencée sous l'avis 2025 AVI 343. Cette faille permet un contournement de la politique de sécurité. Les correctifs sont disponibles dans le bulletin de sécurité publié par Spring le 22 avril aussi. Donc, pareil, si vous avez du Spring, il faut patcher. Et enfin, pour finir sur ces avis de vulnérabilité, on a le CERT-FR, toujours le CERT-FR. Je pars sur cette source parce que c'est toujours intéressant de voir comment notre CERT national met en avant les vulnérabilités critiques qui ne sont pas forcément les mêmes qu'on voit sur d'autres sources. Et il faut savoir que le CERT-FR a rapporté plusieurs vulnérabilités dans Google Chrome. Ces failles dont les impacts précis ne sont pas spécifiés par l'éditeur, mais enfin, si le CERT-FR vous en parle, généralement, c'est que ça sent un peu le gaz quand même, le truc. Alors, ça concerne les versions Chrome antérieures à la 135.0.7049.114 pour Linux et la version Chrome antérieure à la 135.0.7049.114/.115 pour Windows et Mac. Les correctifs sont disponibles dans le bulletin de sécurité publié par Google. On patch. On ne cherche pas à comprendre. Si vous utilisez ce navigateur, je vous recommande très fortement de le patcher.
On a une excellente nouvelle. Le 22 avril 2025, c'est-à-dire il y a 2 jours, le MITRE a publié la version 17 de sa base de données ATT&CK, son fameux framework, marquant une évolution significative dans la modélisation des tactiques et des techniques et procédures adverses, les fameuses TTPs, notamment dans les environnements virtualisés des infrastructures critiques, ce qui n'était pas pris en compte jusqu'à maintenant. Et l'une des principales nouveautés réside dans l'intégration d'une nouvelle plateforme dédiée à VMware ESXi. Cette extension du domaine Enterprise permet de mieux décrire les activités malveillantes visant les hyperviseurs, une cible stratégique pour de nombreux groupes APT exploitant les failles de virtualisation. Cette décision fait écho à la recrudescence des attaques sur les infrastructures de virtualisation observées au cours de ces derniers mois. Je dirais que ça fait quand même 2 ans qu'on voit des ESXi se faire poncer en long, en large et en travers. En parallèle, la plateforme auparavant nommée Network a été renommée en Network Device afin de préciser que cette catégorie concerne exclusivement les équipements tels que les routeurs, les commutateurs, donc ce qu'on appelle les switches ou les pare-feux. Cette clarification s'accompagne d'une amélioration substantielle des descriptions de mitigation pour l'ensemble des techniques Enterprise, renforçant ainsi la lisibilité et la mise en œuvre opérationnelle de contre-mesures. Un autre changement majeur qui m'a aussi surpris, ça touche la technique du Hijacking Execution Flow. L'ancienne sous-technique de DLL Slide Loading a été révoquée et fusionnée dans DLL, qui elle-même a été renommée pour refléter une meilleure cohérence et supprimer les redondances constatées. Je ne vous le cache pas, j'ai passé la journée d'hier à étudier les différences entre la version précédente et celle-ci. Vous repartez de zéro. Hein. Il y a beaucoup de choses qui ont été modifiées, qui ont été changées. Et quand on regarde ce que ça veut dire le framework MITRE ATT&CK, parce que quand tout le monde en parle, mais réellement des gens qui mettent les mains dedans, il n'y en a pas tant que ça. Il faut voir qu'il y a quand même 877 logiciels malveillants ou outils qui sont recensés dedans. Il y a 170 groupes d'attaquants qui sont documentés. Et il y a 50 campagnes majeures identifiées. Alors autant vous dire, quand vous repartez sur une nouvelle version, il y a un peu de boulot. Ça se fait pas naturellement. C'est pas juste j'installe le nouveau framework et c'est plié. Hein. Non, il y a un peu plus de taf. Et ce que j'ai apprécié plus spécifiquement dans le domaine Enterprise, c'est qu'on recense 211 techniques, 468 sous-techniques et 166 groupes actifs. Ah, il y a un peu de taf. Hein. Vous faites pas ça en 5 minutes le matin en se rasant. Parmi les nouvelles techniques introduites, il y en a certaines qui m'ont particulièrement attiré l'attention. C'est le cas du Virtual Machine Discovery, qui permet aux attaquants d'identifier leur exécution dans les environnements virtualisés. D'autres techniques comme le email bombing, le SVC smuggling ou encore l'IDE tunneling reflètent l'évolution constante des méthodes d'offuscation et d'intrusion. Du côté des groupes d'attaquants, il y a 7 nouveaux clusters qui ont été ajoutés, dont APT42, reconnu pour ses opérations d'espionnage sophistiquées et ses campagnes de phishing ciblés via des partages contrefaits de Google ou Microsoft. Il y a aussi le groupe Red Echo, quant à lui, il a été associé à des attaques contre les infrastructures critiques en Asie. Concernant les logiciels malveillants, cette version introduit des outils récents comme Logbit 3.0, Luma Stealer ou encore Magic Rat, confirmant la montée en puissance des ransomware modulaires et des stealers multiplateformes. La version 17 de ce framework met également l'accent sur la transparence documentaire. Un changelog détaillé et une version JSON lisible par ordinateur sont désormais disponibles. Moi, personnellement, je ne me suis pas appuyé sur le JSON, j'ai été voir le changelog, c'est une tuerie. Et ça facilite vraiment une intégration de ces mises à jour dans les systèmes de gestion de la menace. Il faut voir que si vous utilisez des outils où vous appuyez sur les frameworks MITRE ATT&CK, vous allez avoir ce côté où vous allez être obligé, entre guillemets, de faire un peu de formation. Et si vous n'avez pas le changelog, c'est une vraie galère. Hein. Moi, j'ai vraiment passé une journée complète. C'est génial hein, quand on est en congé. Hein. Mais enfin, il y a aussi les domaines mobiles et ICS qui n'ont pas été oubliés. On note par exemple l'apparition de la technique Virtualization Solution dans mobile et l'introduction de FortiGroup, un logiciel ciblant les systèmes industriels critiques. Cette mise à jour s'inscrit dans une volonté du MITRE d'offrir une cartographie toujours plus précise et actuelle des menaces en intégrant les tendances observées sur le terrain et surtout d'anticiper les évolutions tactiques des groupes APT. C'est indispensable. Si vous avez quelque chose à faire, entre guillemets, dans la journée, ce soir ou ce week-end, étudiez. Vous allez apprendre vraiment ce que c'est que la menace, quoi. Quand on parle de qualification, quand vous faites de la réponse à incident, c'est pas tellement la réponse à incident qui est important, ça fait partie du job, mais ce qui compte, c'est de qualifier. Et pour qualifier, si vous n'avez pas les TTPs, si vous n'avez pas cette connaissance, vous n'allez pas l'inventer. Ça n'existe pas. C'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qu'on va dire qui va être mature sur le sujet de la réponse à incident et un consultant qui vous fait des slides avec de l'IA. Et voilà, cet épisode de Radio Cessort du jeudi 24 avril 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. N'oubliez pas, si vous avez des retours ou des sujets que vous aimeriez voir traités, faites-le moi savoir.
J'ai fait un papier sur LinkedIn pour la version 17 du Mitre attaqué. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin d'avoir des informations complémentaires, je suis à votre disposition. Laissez-moi un message sur le répondeur de Radio Cessort au 07 68 72 20 09, 07 68 72 20 09. Envoyez-moi un email à radiocessort@gmail.com. Si vous voulez soutenir le passage de Radio Cessort au format vidéo, la cagnotte est toujours ouverte. Je la laisserai ouverte, je pense que jusqu'au 31 mai. Après, j'arrêterai. Ça me saoule de demander à chaque fois. Le lien est en description de l'épisode. D'ici là, restez vigilants, surveillez vos systèmes et surtout, on ne réfléchit pas, on patch direct. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. À très bientôt sur Radio Cessort. Au revoir.